Donc, je suis Benoît Marchais, je suis responsable du service client. Je suis accompagné d'Audrey Colmer, que vous avez entendu juste avant, qui est responsable du service marketing. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter cette nouvelle version 4.0. Ça fait 7 ans qu'on était sur une version 3 point quelque chose. La première version 3.0, je crois, datait de 2015. Donc 7 ans de modification, d'amélioration, avec cette volonté, en tout cas sur cette 4.0, d'améliorer considérablement un certain nombre de points problématiques qui avaient été constatés, à savoir la navigation, l'ergonomie, etc. Donc pas mal de choses à voir. Avant ça, quelques petites informations pratiques. Vous pouvez m'entendre, me voir. Je vais couper ma vidéo, par contre, quand je vais commencer à partager, à rentrer dans la plateforme pour éviter qu'il y ait trop de latence. Donc vous pouvez me voir, m'entendre et vous pouvez pas discuter directement avec moi. Vous pouvez par contre utiliser le chat et l'onglet, enfin la fonctionnalité questions-réponses de Zoom pour poser vos questions au fil de l'eau si vous en avez. Alors comme je suis un peu comme vous, hein, je découvre la version même si je l'ai eu un petit peu en avant-première, j'ai aussi très peu d'informations. Je n'ai pas eu le temps de la tester à fond, donc j'aurai peut-être pas toutes les réponses. Je vais essayer quand même d'en donner si vous en avez. Avant de commencer sur un plan assez simple, juste quelques informations sur la structure qui présente ce webinaire, à savoir innovation. On est alors, deux slides rapides, après on passe vraiment directement dans le vif du sujet. Année de création, les années 2000, on compte 65 collaborateurs répartis sur 4 pays, la France, l'Irlande, la Pologne et les États-Unis. On est partenaire d'ailleurs de 3 pays, la France, l'Irlande et la Pologne. On a un chiffre d'affaires d'à peu près 6 millions d'euros. Un élément intéressant, c'est qu'on récupère une quote-part de chiffre d'affaires pour développer des produits, des plugins, des interfaces, des applications qu'on va greffer aux différentes solutions qu'on propose. Au niveau des services que l'on propose, on en compte 6. On fait du conseil de l'audit avant la mise en place d'un LMS, enfin en tout cas du choix d'une solution LMS. On fait de la formation, donc un transfert de compétences sur les solutions qu'on propose. Et notre cœur de métier, c'est le développement et l'hébergement. On est une 2S2I à la base. Donc on fait de l'hébergement des différentes plateformes que l'on propose. Totara, Moodle, Moodle Workplace, Aura, qui est une plateforme spécifique de gestion de ressources humaines. On a un studio de ressources humaines, un studio, excusez-moi, de création qui nous permet d'être force de proposition sur la conception de contenu, en utilisant soit des outils qui sont proposés en standard par les solutions qu'on propose, donc Moodle, Moodle Workplace, Totara, soit en passant par des outils auteurs de type Storyline, Captivate, VTS, etc., etc. On fait bien évidemment du support, que ce soit un support technique ou fonctionnel, encore une fois, sur les différentes solutions que l'on propose. Voilà, donc c'était rapide. On va directement rentrer sur le plan de ce webinaire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Enfin, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible pour que vous ayez une vue vraiment précise de ce que peut faire cette version 4.0. L'idée, c'est quand même de faire un petit rappel sur les versions actuelles et qui sont supportées et celles, pour le coup, qui sont obsolètes. Et donc, petit point de vigilance par rapport à justement cette nécessité de savoir où on en est, où vous en êtes de votre version et quels sont les dangers de rester sur une version un peu obsolète et en fait, quelles sont les différentes dates et dates clés pour les prochaines versions, en l'occurrence la version 4.1. Après, on fera un focus sur la version 4.0, spécifiquement sur deux rôles. Alors, je resterai comme sur un rôle administrateur pour éviter d'avoir à faire un changement de rôle à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup en termes d'ergonomie et de visualisation. Il n'y a pas de back-office et de front-office pour ceux qui connaissent Moodle, où c'est vraiment le rôle qui va déterminer qu'on a des petits boutons qui s'affichent ou non. Donc, je resterai sur un rôle d'administrateur. Ce sera plus simple, plus fluide. Mais je ferai un topo spécifique sur la notion de navigation et d'ergonomie pour l'apprenant, la notion de navigation et d'ergonomie pour l'enseignant avec des fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, je vous montrerai les différentes améliorations qui ont été apportées sur cette 4.0 avec, j'arrive sur LTS si vous en parlez, un focus particulier sur le côté admin, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place directement au niveau des administrateurs. Et puis après, on parlera de la roadmap 4.1 avec les objectifs de cette prochaine en fait LTS, donc Long Term Support. LMS, c'est en Learning Management System. Excusez-moi, j'emploie beaucoup d'acronymes. LMS, donc c'est en fait tout simplement une solution qui propose du contenu pédagogique en ligne. Le LTS, c'est une version Long Term Support, donc qui est dans le cas de Moodle, qui va être valable 3 ans. Donc, il permet
ne pas avoir à faire de modifications importantes sous 3 ans. Voilà. Alors, premier point important et point de vigilance. Encore une fois, juste, je crois que j'ai 2 slides à vous montrer. Non, un slide à vous montrer. Après, je rentre sur la plateforme. Donc, premier point de vigilance et dernier slide avant de rentrer sur la plateforme. Des informations importantes par rapport aux versions actuellement supportées. Alors, celle que vous voyez ici, là, donc il y a 4 versions actuellement supportées. La 3.9, qui est celle, la version LTS, qui est actuellement en cours, qui, vous voyez, dure 3 ans, de 2020, et là, elle s'arrêtera 13 novembre 2023. On a la version 3.11, la 4.0 qui nous intéresse aujourd'hui, et celle qui verra le jour bientôt, qui est la 4.1. Alors, si vous n'avez pas une de ces versions, c'est que le Moodle que vous avez en place sur votre structure est obsolète, et donc potentiellement, à des failles de sécurité ou en tout cas ne correspond pas à ce que vous devriez installer en production. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Ce sont les 4 versions uniques qui sont actuellement supportées avec notamment la mise à jour de sécurité. Pas sans savoir qu'il y a des attaques en fait assez régulières et des failles qui sont décelées assez régulièrement. Donc, c'est important de garder en tête d'avoir tout le temps une version à jour. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à la 4.0, c'est que vous voyez, on est en fait entre 2 versions LTS, la version 3.9 et la version 4.1 qui verra le jour en novembre 2022. Alors j'ai mis des petits astérisques parce que ça fluctue un peu. On avait prévu en fait une mise à disposition de la 4.0 déjà, je crois que c'était en novembre, après ça a été poussé en février, puis maintenant on est au mois d'avril. Donc il peut y avoir quelques petits décalages. En tout cas, sur la roadmap qui est proposée de manière officielle, c'est novembre 2022. Donc, la prochaine version LTS, celle qui sera valable 3 ans, elle sera disponible en novembre 2022. Avant ça, on a effectivement cette version LTS qui est disponible, et entre ces versions-là, on a 2 versions, la 3.11 et la 4.0. La 4.0, en fait, est une étape intermédiaire avant le déploiement de cette version en fait majeure qui va être la prochaine version LTS 4.1. Donc, je vais, en fin de session, je vous montrerai cette roadmap et ce qui est attendu sur cette 4.1. Mais même avant ça, on a en tout cas innovation, un principe par rapport à justement ces prochaines échéances, c'est de rester en fait actuellement sur une version 3.9 et 3.11. Pas forcément passer sur la 4.0. Pourquoi? Parce qu'elle a une durée de vie qui va être pas forcément énorme, et parce qu'en fait l'idée c'est plutôt en fait d'arriver à migrer d'une version 3.9 ou 3.11 vers la 4.1, c'est-à-dire directement vers une version LTS. Voilà. Donc alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, vous êtes sur une version 3.8, il y a une question qui vient d'être poussée. Vous êtes sur une version 3.8. Moi, je vous conseillerais au mieux de passer sur une version 3.11, d'attendre la 4.1 et après de passer sur la 4.1. Voilà, c'est tout simplement parce que là, si vous passez directement sur la 4.0, la plupart des plugins que vous avez, qui sont disponibles majoritairement sur la version 3.9 ou 3.11, il n'y a pas beaucoup de changements entre ces 2 versions-là, vous risquez de les perdre sur la 4.0, parce que la 4.0 est un changement assez important, et du coup, il y a plein de plugins, des plugins de format de cours, des plugins pédagogiques qui ne sont pas compatibles avec cette version 4.0 pour l'instant, donc je vous conseillerais d'attendre. Si vous êtes sur une version qui est obsolète, 2 choix possibles, soit vous restez sur la 3.9, soit vous allez sur la 3.11. Vous voyez, c'est les mêmes dates de fin de mise à jour de sécurité. En tout cas, je vous déconseillerais de directement passer sur la 4.0. Voilà. C'est le point important qu'il faut comprendre, c'est mise à jour de votre version à vous, et derrière, le choix stratégique de la version à déployer si votre version est obsolète. Moi, je vous conseillerais plutôt de passer sur la 3.11 et d'attendre que la 4.1 soit disponible avec un maximum de plugins disponibles. Voilà. Alors ça, c'était sur la partie, le petit point de vigilance. On va rentrer du coup directement dans le vif du sujet. Alors, un point juste grossièrement, en fait, peut-être avant de commencer de rentrer, de me connecter, sachez que la volonté, en fait, le maître mot qui a entouré en fait cette version 4.0, c'était l'ergonomie. Il y a eu un constat assez flagrant d'un problème de navigation, que ce soit d'ailleurs pour l'apprenant comme pour le formateur. Les gens n'avaient pas forcément, quand on rentrait dans Moodle, on n'avait pas forcément conscience de là où il fallait cliquer. On pouvait accéder à différents endroits de différentes manières. C'était assez flou. La volonté en fait principale a été justement d'essayer d'épurer un maximum cette navigation
tout ce qui pouvait en fait perturber la compréhension de où on se situe dans l'environnement Moodle. Et puis il y a eu cette volonté aussi d'améliorer l'ergonomie, la compréhension pour la part en ce qui concerne les apprenants en gros ce qu'ils ont à faire, des actions qu'ils ont à faire pour avancer, progresser sur leur parcours. Donc c'est vraiment ça, ces deux éléments-là qui sont les plus importants et qui vont, enfin, vous allez le voir, sont prédominants sur cette nouvelle version. Je vais arrêter ma vidéo et je vais commencer en fait à partager mon écran avec la version du coup 4.0, une version 4.0 que j'ai en local, hein, elle n'est pas stockée sur Internet. On va nous directement mettre en place une 4.0 et on pourra inviter nos clients à justement la tester et voir les différences par rapport à la version qu'ils ont actuellement. Donc, je vais arrêter ma vidéo. Je vais sortir de cet élément-là. Alors, juste pour information, effectivement, vous avez un document qui existe historique des versions. Je vous enverrai le lien ou on mettra le lien avec le replay. Vous avez en fait un état de lieu justement des versions supportées avec les échéances. Voilà, donc cette nouvelle version, voilà à quoi elle ressemble au niveau de la page de connexion. Alors déjà, il y a quelques modifications assez importantes. Le choix de la langue, la possibilité directement d'avoir un avis relatif aux cookies qui n'était pas forcément bien présent, c'était souvent assez caché dans tous les sens. Là, c'était pas très clair. Le thème que je vais vous présenter, c'est le thème qui est le thème standard, hein, c'est le thème qui s'appelle Boost, qui est le thème standard de Moodle. Donc, il n'y a pas de thème pour l'instant qui, je crois, qui ont été portés sur la 4.0. Donc, c'est le thème standard, le thème que vous aurez si vous installez une version 4.0, mais qui fait vraiment l'affaire par rapport à un certain nombre de choses. Donc, je vous l'ai dit, je vais me connecter en tant qu'administrateur sur cette plateforme et commencer par vous montrer les points intéressants en termes d'ergonomie de manière générale. Et après, je rentrerai sur plutôt les éléments intéressants pour les apprenants, puis après pour les formateurs, et j'irai directement après sur la part au niveau des administrateurs. Donc, je me connecte en tant qu'administrateur, même si je vous dis, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à un utilisateur classique. Alors, première chose qui change, c'est qu'on arrive directement sur la page d'accueil. C'est au choix, hein. On a vraiment le choix, comme on avait le choix d'ailleurs sur les précédentes versions, d'arriver soit sur le tableau de bord, soit sur la page d'accueil. Sauf que là, on a quelque chose qui change par rapport à ce qui existait sur les versions 3.11. C'est qu'on a explosé, en fait, première chose, on a explosé ce tableau de bord en deux onglets différents, le tableau de bord et mes cours. Donc on verra après dans le détail où est-ce qu'on retrouve là-dedans. Là, j'ai juste customisé en fait cette page d'accueil, donc on peut en faire ce qu'on veut. Vous voyez, j'ai mis en place un certain nombre d'étiquettes pour agrémenter cette page d'accueil. C'est la page d'accueil étant quelque chose pour lequel, enfin, un endroit où on va pouvoir communiquer de manière globale sur tous les utilisateurs de la plateforme. Alors, cette page d'accueil me reconnaît. Vous voyez, en fait, la première fois qu'on se connecte, on a le titre de la plateforme. Et ensuite, une fois que je reviens, on a un petit coucou, merci d'être revenu. Voilà. Et donc ça, c'est pour la partie un peu donc page d'accueil. Au niveau de l'ergonomie générale, il y a des choses, enfin, une chose qui change de manière assez drastique par rapport aux versions précédentes, notamment sur le thème Boost. Et c'est en fait un choix qui permet de mettre en cohérence l'affichage qu'il pourrait y avoir sur une tablette et l'affichage qu'il pourrait y avoir sur un écran d'ordinateur comme celui que j'utilise. Ça passe par notamment un choix stratégique qui est de boxer en fait, de boxer l'affichage. Vous voyez là, quand on parle de boxer l'affichage, c'est qu'on va réduire en fait la taille de l'affichage du contenu principal, quelle que soit la taille de l'écran. Alors, ça se traduit par, du coup, une sorte de zone un peu en débord, vous voyez, à droite, à gauche, et qui permet, du coup, de centraliser l'information et de surtout, en fait, fixer cette information dans un périmètre bien défini. Alors, c'est l'avantage de cette structure-là, c'est qu'on a directement la possibilité de bien caler les éléments en fonction justement de ce qu'on veut mettre en place. Donc ça rejoint un peu le modèle de l'imprimerie. C'est comme si on avait un document figé qui se met pas à 100% de la taille d'écran dans lequel on va pouvoir mettre en place des choses. Donc la volonté de Moodle, ça a été pour cette 4.0 de boxer cet affichage pour se rapprocher le plus possible d'un écran de tablette au format portrait.
Voilà, donc quelque chose qui est restreint au niveau de l'affichage, au niveau horizontal. Premier élément, alors je rentrerai en fait dans l'affichage d'ailleurs de différents types de médias, hein, donc là, la partie ordinateur, la partie tablette, et je vous montrerai d'ailleurs, vous pouvez vous aussi tester pas mal de choses sans forcément avoir des outils installés sur votre ordinateur, donc de tester cette version 4.0 pour différents formats de device. Ça, c'était donc le premier point important, on boxe l'élément. Deuxième point important, c'est qu'on a en fait cette notion de tiroir à blocs qui se ferme et qui s'ouvre directement avec la possibilité de mettre en place les blocs. Alors, comme sur les versions précédentes, ces blocs sont figés à un endroit bien précis. On a également, vous voyez, le petit onglet, le footer, en fait, qui prenait pas mal de place, qui a été réduit à son strict minimum, avec un petit point d'interrogation qui nous permet d'avoir un complément d'information sur l'endroit où je me situe, et notamment, il y a également une modification sur la visite guidée. On a maintenant sur la visite guidée la possibilité de mettre en place des images, que ce n'était pas forcément le cas ou qui était un peu chaotique à mettre en place. Voilà, donc une visite guidée qui peut fournir des éléments multimédia à l'intérieur des différents slides qui la composent. Ensuite, le gros point stratégique par rapport à justement cette volonté d'améliorer la navigation, c'est cette double navigation. Une navigation principale qui se situe en haut, accueil, tableau de bord, mes cours, administration du site, qui sera toujours présente et qui permet à l'utilisateur de revenir assez rapidement à des éléments clés. D'accord. Ensuite, on a ce deuxième volet de navigation qui est contextualisé, hein, qui va être en fonction de l'endroit où je me situe. Là, en l'occurrence, la page d'accueil. Et c'est là où je vais retrouver en fait un certain nombre d'actions possibles avec là l'accueil, le paramètre de la page d'accueil, les participants, les rapports, la banque de questions, et puis les éléments qui vont me permettre d'accéder à différents compléments d'information. Donc, une barre de navigation, encore une fois, réduite, avec un complément d'information, on le verra, qui est également réduit. Donc, on n'a pas, un peu comme ce qui existait sur la version 3.9, énormément de boutons dans lesquels on peut se perdre. Les éléments essentiels sont placés ici. Voilà. Donc ça, c'est le premier point important, cette notion de navigation. J'en ai parlé au tout départ quand je suis rentré. Il y a eu la volonté en fait d'exposer le tableau de bord. Le tableau de bord était l'endroit où étaient référencés tous les cours pour lesquels l'utilisateur est inscrit. Il y a eu cette volonté en fait d'exploser ce tableau de bord en deux pages bien distinctes. Donc le tableau de bord conserve son nom et devient le tableau de bord. Et si je rentre dedans, en fait, on va retomber sur la possibilité d'avoir l'onglet chronologie, qui sont en fait les échéances à venir pour l'apprenant, une sorte de cahier de texte avec des boutons d'action rapide pour effectuer justement les actions nécessaires pour finaliser avant l'échéance les éléments qui sont demandés, et le calendrier. Toujours la possibilité de mettre bien évidemment les blocs qui vont être présents en fait sur cette partie droite. D'accord. Donc là, on a vraiment ce tableau de bord qui a pour objectif de dire attention, voilà ce que tu as à faire à court, moyen terme, hein, on peut aller jusqu'à 6 mois. Voilà les différentes échéances à venir et voilà ton calendrier d'action. Alors pareil, le calendrier a été épuré un petit peu. On a toujours ce système de couleurs. Alors vous voyez qu'on a plus comment s'appelle la légende sur les couleurs. 3 types d'affichage sur le calendrier, un événement qui sera un événement plutôt de site. Donc là, le webinaire, alors vous voyez, avec une mise à jour hein, de l'ergonomie et du design, un événement qui sera plus de l'ordre de l'utilisateur, donc plus au niveau de l'utilisateur, donc là c'est un événement privé, et puis un événement de cours qui sera par exemple un devoir à rendre avec un lien direct vers l'activité si besoin. Voilà, donc là, c'est vraiment le tableau de bord, cette volonté d'afficher les différentes échéances. Le deuxième élément, ça va être de choisir, ça va être l'onglet Mes cours qui renvoie l'utilisateur vers le bloc en fait qui permettait, le bloc overview, le course overview qui permettait d'afficher les différents cours pour lesquels l'utilisateur est inscrit, l'utilisateur qui soit d'ailleurs enseignant ou apprenant, hein, les différents cours que je suis en tant qu'apprenant ou enseignant, avec la progression qui est rattachée. Toujours cette possibilité de changer l'affichage sous forme de liste ou sous forme de résumé, avec le résumé et la progression. Toujours la possibilité, bien évidemment, de choisir en fait les cours qui sont actuellement à venir, passés, terminés, et mettre en favori ou archiver les éléments que j'ai terminés. Donc là, j'ai toujours cette possibilité de marquer en favori ou d'archiver des éléments pour les mettre de côté pour épurer mon affichage de tableau de bord. L'administrateur pourra choisir d'embarquer l'utilisateur directement vers la page d'accueil, le tableau de bord ou mes cours.
D'accord? Donc, trois types d'affichage avec trois possibilités. Quelque chose qui voit le jour directement, alors j'en parlerai de manière un peu plus détaillée quand je parle ça sur l'administrateur, mais encore une fois, par rapport au rôle que l'on a, là je suis administrateur, donc j'ai ces trois petits boutons qui s'affichent qui me permettent d'accéder à la gestion des cours ou de créer un nouveau cours directement. On verra d'ailleurs que, pareil, cette création de nouveaux cours a été facilitée, notamment pour l'embarquement du premier utilisateur dans le cours. Alors si je rentre maintenant, juste au niveau de l'ergonomie, j'en parlerai également, mais plus côté utilisateur enseignant, ce côté activation du mode édition qui va pouvoir être activé de n'importe quel endroit, en tout cas quand je suis administrateur, quand je suis enseignant, ça dépendra en fait du contexte dans lequel je me situe, hein, donc là en l'occurrence le cours. Donc on a ce petit bouton-là qui permet de visualiser qu'on est bien sur un mode édition directement, d'accord ? On a aussi la possibilité de prendre le rôle directement. La gestion de langue se fait sur cet onglet-là, mais on le verra quand je passerai sur la partie administrateur. Donc l'administration du site également s'affiche si on a le bon rôle et est toujours présent. Alors maintenant, je vais rentrer sur un exemple de cours. Donc voilà, hop, je ne me suis pas foulé dans le titre, hein, un exemple de cours. Voilà à quoi peut ressembler un cours. Donc vous voyez qu'on a toujours cette navigation de niveau 1 et juste en dessous la navigation de niveau 2 dans lequel on retrouve les onglets principaux, à savoir le rapport sur ce cours, les notes, les participants, les paramètres, le paramétrage du cours, la possibilité de revenir rapidement au cours en cliquant ici, et là le bouton plus qui me permet d'avoir d'autres informations, notamment la banque de questions ou la banque de contenu, avec des modifications qui ont été importées directement sur cette 4.0. Au niveau de l'ergonomie côté utilisateur, vous voyez qu'on a alors quelque chose qui voit le jour, alors, qui existait sous forme de plugin, qui était un sommaire, qui apparaît en fait ici et qui est disponible directement, du coup, sous forme d'un bloc latéral à gauche. D'ailleurs, le bloc latéral gauche qui existait sur les versions précédentes disparaît au profit du coup d'un bloc qui est toujours, enfin, de navigation qui sera toujours au-dessus là. Donc là, on a vraiment cette notion de sommaire dans lequel l'utilisateur va pouvoir, et vous voyez qu'en fait, dès que je déplace mon curseur sur un endroit, j'ai ce sommaire qui change, donc j'ai un focus qui se fait au niveau de là où je me situe. Quand on valide quelque chose, on aura directement la possibilité d'avoir l'onglet qui change d'affichage. Là, par exemple, si vous voyez, j'ai un glossaire, et j'en parlerai tout à l'heure de la refonte en fait de ce qui a été fait au niveau de l'agencement, qui avait été l'agencement des éléments de complétion, de l'information sur les complétions, donc les niveaux d'achèvement ou de restriction d'accès. Il y a eu un travail ergonomique de fait, donc on a une amélioration de la lisibilité de ce qui doit être fait pour progresser. Là, en l'occurrence, c'est l'équivalent de la petite bulle qui était un peu perdue, dont personne ne savait ce qu'il avait nécessité de faire pour avancer. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est visible, marqué comme terminé, et vous voyez que directement, on a cette petite capsule qui change de couleur avec la visibilité de qu'est-ce que j'ai fait, pas fait, une visibilité assez globale, en tout cas synthétique, de où j'en suis et où je dois aller. Avec aussi la notion de restriction d'accès qui s'affiche sur cette navigation. La navigation qu'on peut fermer, ouvrir, et vous voyez donc le tiroir latéral droit dans lequel on a les différents blocs qui vont pouvoir être présents. Donc cette navigation qui va d'ailleurs changer en fonction cet agencement qui change en fonction de la taille de votre écran. Je vais après faire une petite manipulation qui me permettra de changer la taille de mon écran pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond et comment se fait l'agencement en fonction de la taille de l'écran sur lequel on affiche. Avant ça, voilà, l'ergonomie aussi passe par le biais de ce changement, un changement qui a déjà été initié à partir de la 3.11. C'est l'amélioration en fait de la compréhension de ce que doit faire l'utilisateur en termes d'action pour progresser dans le parcours. Et donc il y a ces deux éléments-là. C'est en gros, là, je suis sur un test. J'ai l'action que je dois faire pour avancer, pour terminer en fait cette activité, la notion d'achèvement. Et on a la notion aussi de restriction d'accès qui s'affiche également là sur le fichier de révision, voilà, qui dépend du coup de quelque chose qui s'est passé précédemment. Donc là, en l'occurrence, la restriction d'accès. Donc on a vraiment en fonction si j'ai mis des restrictions d'accès ou des critères d'achèvement, des informations qui sont bien explicites pour l'utilisateur
avec une ergonomie qui a été remodelée, repensée, et qui apporte une amélioration dans la compréhension encore une fois, de ce que doit faire l'utilisateur, de où il en est, de ce qu'il doit faire pour progresser dans son parcours. Donc ça, c'est un des premiers éléments, c'est ce changement de navigation directement. Alors, je vous ai parlé de ces différents blocs à droite et à gauche. Vous voyez, vous avez en fait normalement dans différents navigateurs la possibilité alors, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs cet onglet là qui s'affiche, j'espère que oui. On a la possibilité, vous voyez, de cliquer sur inspecter. Alors, en fonction du navigateur que vous avez, là je suis sur Chrome, si vous êtes sur Mozilla, c'est pareil, vous avez cette possibilité de cliquer sur inspecter. Et alors, il y a des choses qui changent. Ce que vous ne voyez pas, c'est que sur mon deuxième écran, j'ai quelque chose qui s'affiche. Et sur Chrome, comme sur Mozilla, vous avez la possibilité, peut-être que j'enfonce une porte ouverte et que tout le monde le sait, hein, mais si les gens ne savent pas, ça peut être intéressant. Vous pouvez, vous voyez, hop, cliquez sur ce petit bouton-là et vous allez tomber sur en fait un mode qui va correspondre directement à un choix de dimension d'écran qui va vous permettre de voir en fait ce que donne l'affichage de cette plateforme par rapport à différents types d'écrans. Donc vous voyez là j'ai des écrans qui sont proposés par défaut, je peux même en créer moi-même et je peux même d'ailleurs retourner. Donc là je suis sur un écran a priori d'iPad. Plutôt au format, j'ai l'impression, plutôt au format paysage, et je vais passer au format portrait. Voilà, donc j'ai la possibilité, vous voyez, de changer l'affichage comme je le souhaite. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est pas forcément cet outil-là, même s'il est quand même bien pratique, c'est cette notion d'affichage qui va en fait normalement changer en fonction justement de la taille de l'écran. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ouvre un bloc, des éléments, hein, le menu latéral gauche ou droite, en fonction de la taille de mon écran, ça va fermer le précédent. Voilà, tout ça pour faire en sorte toujours d'avoir le contexte principal au centre, qui sera le plus explicite et le plus visuel possible et le plus lisible possible. Voilà, on a du coup cette possibilité comme ça de gérer. Alors, si je passe sur un écran qui serait un iPhone 12, voilà à quoi ressemble en fait l'affichage sur un iPhone 12. Alors vous voyez d'ailleurs que la petite bulle point d'interrogation est explosée pour devenir en fait quelque chose qui sera le footer toujours présent directement sur un écran de portable. Voilà. Bon, ça c'était le petit élément que je voulais vous montrer. Donc la partie ergonomique est quand même quelque chose d'intéressant. Et on a vraiment en fait du coup une similitude, enfin en tout cas la volonté de rester cohérent entre les différentes versions, ordinateur, tablette et mobile, avec quand même cette idée que un maximum de choses soient compatibles mobile first. Alors, ça n'enlève pas le fait qu'on a quand même une application qui existe. Et c'est vrai que le mode responsive, qui permet de faire beaucoup plus de choses que l'application, a été repensé et pour le coup est beaucoup plus ergonomique. Voilà. Bon, après, l'application mobile permettant quand même de faire du offline, ce qui n'est pas le cas de la partie responsive. Je crois que si je me suis pas trompé, je crois que j'ai fait le tour pour la partie ergonomique sur les utilisateurs. Voilà, on a vraiment cette notion d'ergonomie avec la possibilité d'avoir à droite, à gauche des éléments qui s'affichent et surtout ce sommaire hein, qui donne une vue d'ensemble de ce que doit faire l'utilisateur. Alors, je vais peut-être s'y rentrer dans par exemple une activité H5P. Donc là, un quick start. Donc, vous voyez qu'on a du coup directement cette possibilité d'avoir le menu qui s'affiche, encore une fois, contextuel, hein, ça dépend. Là, je suis encore une fois administrateur, donc j'ai la possibilité de visualiser cet H5P, le rentrer sur les paramètres, de voir les rapports sur les tentatives s'il y en avait, et derrière, j'ai la possibilité, vous voyez, d'arriver et de choisir de faire une sauvegarde restauration de cet élément si je le souhaite. Et un point intéressant qui était souvent un peu chaotique, hein, quand il fallait modifier comment s'appelle un élément H5P, il y a le fil d'Ariane qui est toujours là, il est juste au-dessus, mais il a été épuré. C'est beaucoup plus clair. Il y a moins d'éléments, on n'a pas un fil d'Ariane à rallonge. Donc oui, il existe toujours. Mais ce que je voulais montrer, c'est que par exemple pour H5P, c'était souvent chaotique de devoir revenir sur la banque de contenu, modifier, réintégrer, etc. Ou en tout cas remodifier la source. Là, on a directement, vous voyez, un petit bouton modifier le contenu H5P qui me renvoie sur l'édition du bouton, enfin d'éléments H5P que j'ai créé. Donc quelque chose, encore une fois, qui me permet de gagner en efficacité dans la construction, en fait, la modification de ces éléments et du contenu que j'y retrouve. Voilà. Bon, là, c'était plutôt côté formateur, mais je vais d'ailleurs faire la transition sur l'onglet formateur.
Donc l'onglet, enfin la notion de formateur, ce qu'on retrouve au niveau du formateur, bah, c'est ce petit bouton là qui permet d'activer le mode édition et de l'avoir directement présent. C'est cette aussi possibilité de choisir, de prendre le rôle. Et là, on a directement, je vais prendre le rôle une fois, hop, étudiant, et on a directement cet élément-là qui s'affiche, qui permet à l'utilisateur de comprendre qu'il est bien sur un changement de rôle. Le bouton qui permet de retourner à mon rôle normal. Voilà, je réactive le mode édition. Une fois que le mode édition est activé, plusieurs choses changent. La première chose, c'est qu'on a bien évidemment la possibilité d'ajouter des ressources, on le verra. Un élément qui change aussi de manière intéressante, c'est qu'on a la possibilité, vous voyez, d'ajouter une section intercalée dans d'autres sections. On n'a plus l'ajout de section qui se retrouve tout en bas. Donc on a ce petit bouton qui permet d'ajouter des sections directement entre des sections existantes. Donc on n'a plus cette nécessité d'aller tout en bas, de rajouter un nombre de sections et après de faire un glisser-déposer de cette section pour la placer au bon endroit en fonction du cours. S'il était plus ou moins étoffé, c'était souvent un peu chaotique pour faire ce glisser-déposer directement. Donc on a cette possibilité, bien évidemment, toujours pareil, hein, de glisser-déposer les activités pour les remettre à des endroits différents, de glisser-déposer ces sections pour les mettre à des niveaux différents. Et pareil, en fait, à ce niveau-là, vous voyez, je peux très bien glisser-déposer des sections directement depuis le sommaire, sans forcément avoir à passer par directement la zone de comment s'appelle, de la zone centrale. Voilà, donc ça, c'est un point qui est aussi intéressant. D'un point de vue de la création du contenu pédagogique, plusieurs choses intéressantes. Le bouton qui va être présent qui était présent déjà avant, qui donne la possibilité d'ajouter une activité de ressources. Le format de cours qui change, je suis sur un format topic. Donc avec le format topic change et permet en fait d'être en format accordéon, avec la possibilité de réduire l'affichage, hein, avec un bouton d'ailleurs tout en haut qui permet de tout fermer si je le souhaite. On retrouve bien évidemment la possibilité de rééditer les différentes sections, etc. Au niveau alors, un élément majeur, c'est ce que je vous montre ici, c'est que en standard, BigBlueButton devient intégré nativement sur la plateforme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un plugin additionnel, vous l'avez par défaut, et vous avez en fait une offre d'ailleurs de découverte. Vous voyez, vous êtes sur un Moodle qui est en format gratuit, donc vous utilisez en fait ce service gratuitement. Alors il vous dit les limites que vous avez, hein, 25 utilisateurs, une durée maximale de 60 minutes. Les enregistrements sont conservés 7 jours, après ils sont supprimés. Et voilà, les caméras des participants ne sont visibles que pour le modérateur, pour éviter justement d'avoir une bande passante trop importante. Voilà, donc là on est sur quelque chose qui, du coup, maintenant en standard, on a cette activité BigBlueButton qui est directement proposée avec la 4.0, qu'on peut bien évidemment, si on utilise une autre classe virtuelle, la cacher pour éviter qu'elle soit présente dans les activités. L'ajout d'une activité change aussi, et c'est un point qui pour moi est hyper efficace avec cette notion de navigation. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais juste je refais un petit aparté par rapport à cette navigation, mais on est amené, innovation, à faire énormément de formations. Et le premier constat qu'on faisait, c'est dès qu'on faisait des formations, les gens se paumaient, mais d'une force, c'était impressionnant, parce que il y avait des menus partout, parce que, etc. Donc il y avait cette nécessité de prendre beaucoup de temps, de passer beaucoup de temps à expliquer en fait la notion de contexte, etc. Cette notion de navigation, du coup, améliore considérablement la visibilité de où on est, des actions qu'on peut faire. J'ai bien, voilà, là, j'ai un menu niveau 1, je peux revenir au niveau système. Là, j'ai un niveau contextualisé qui me permet d'accéder aux paramètres du cours. Et puis, quand je rentre dans une activité, j'ai un niveau, encore une fois, qui me permet d'effectuer les actions sur l'activité. Autre élément qui est intéressant et qui a un intérêt, je pense, par rapport à l'ingénierie pédagogique, c'est quand j'ajoute une activité, une ressource, on a directement un code couleur qui a été formaté et qui permet d'avoir une visibilité assez rapide de qu'est-ce qu'on va retrouver derrière sans avoir à cliquer sur le petit bouton. Donc, même une personne qui ne se connaît pas dans Moodle, avec un code couleur, ce code couleur étant tout ce qui concerne en fait le retour d'informations, donc les feedbacks qui sont en vert, tout ce qui concerne des activités qui vont être des activités d'évaluation, l'atelier, le test et le devoir, qui sont présents. Et après, le reste qu'on retrouve
donc la base de données, le forum, le glossaire, le wiki, qui sont des activités en fait collaboratives, et le reste est en bleu. Voilà, donc on a ce code couleur qui permet de faire la distinction de quelle activité l'action va effectuer cette activité quand on va l'utiliser. Donc d'un premier coup d'œil, on a cette possibilité. Bon, je ne reviens pas sur le détail, mais on a toujours la possibilité de mettre en favori, de recommander des activités, bien évidemment de les cacher si on le souhaite, etc., etc. On a un petit bouton qui apparaît quand même, qui met en avant MoodleNet. Je ne sais pas si vous connaissez MoodleNet, mais MoodleNet, en fait, c'est, je vais quand même faire un petit tour. MoodleNet, c'est la plateforme, je ne sais pas pourquoi j'y suis pas, c'est la plateforme dans laquelle vous pouvez créer un compte qui permet de mettre à disposition un contenu. Donc, c'est entre guillemets le LXP en tout cas, ce qui permet de faire comment s'appelle, de la mise à disposition de contenu directement depuis cette plateforme, et à terme, elle sera vraiment très très bien intégrée sur les versions de Moodle. Voilà, c'est une petite aparté. Je reviens sur cet élément-là. On verra d'ailleurs que ça fait partie des choix stratégiques de la 4.1 d'améliorer ce MoodleNet. Donc on a cette possibilité comme ça au côté formateur de créer, de modifier ces activités, ces ressources. Alors, ça, c'est un des points qui était intéressant. Des choses qui changent également au niveau des activités. On a si je prends un devoir, par exemple, des éléments qui changent au niveau du devoir. Alors, ça doit être activé au niveau de l'administration de la plateforme. On a, bon, ça c'est natif, enfin c'est natif, je veux dire, il n'y a pas besoin de l'activer, mais on a l'instruction de l'activité. Avant, c'était dans le descriptif qu'on mettait en place cette instruction. Maintenant, on a vraiment la notion d'instruction et descriptif. Et on a cette notion, et c'est ça qui doit être activé au niveau de l'administration de la plateforme, la durée limitée. Donc, on peut mettre en place en fait une durée limitée sur le devoir avec un timer qui va s'afficher de la même manière qu'on l'avait sur le test. Tout en bas, sur l'achèvement d'activité, on a maintenant cette notion de l'étudiant doit obtenir une note de passage pour achever l'activité, ce qui n'existait pas sur le devoir. Donc, amélioration de devoir par ce biais-là. Un autre élément qui peut être intéressant, c'est l'amélioration de la banque de contenu, de la banque de questions, excusez-moi, la banque de questions qui permet alors si je vais sur une banque de questions, test des connaissances, voilà. Donc là, je suis au niveau système, mais voilà, la banque de questions qui change. Alors, premier point intéressant, c'est que vous avez la main, en fait, pour décider ce qui va s'afficher ou non là-dedans. On a la notion de versionning qui apparaît, vous voyez, avec la possibilité de mettre en place, en fait, des versions et d'aller vérifier, en fait, l'historique de ce qui a été modifié. On a un retour d'information sur potentiellement une vérification à faire sur des questions. Alors, je suis désolé, j'ai pas fait trop de tests, donc on a 3 codes couleurs. La traduction n'est pas très bien faite. Hein. C'est nécessité de vérifier, c'est plutôt non nécessaire ou pas nécessaire qu'improbable, mais on a en fait un code couleur qui nous permet de mettre en avant des choses qui seraient peut-être nécessaires de vérifier au niveau de la question parce qu'elle est peut-être mal formulée par rapport à l'indice de facilité ou en quelque chose qui met en avant en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se plantent et que potentiellement il y a peut-être une erreur sur la question. Voilà, donc des choses qui permettent comme ça de gérer en fait, d'avoir une visualisation de l'historique des comment s'appelle de la question, d'avoir la possibilité de mettre en place un état de ce questionnaire, brouillon ou prêt. Si bien évidemment la question est prête, dans ce cas-là, elle va pouvoir être récupérée par le biais de une pioche aléatoire pour la construction d'un test. Des éléments comme ça qui nous permettent de choisir. Quand je me mettrai en mode administrateur, vous verrez qu'on pourra modifier cet élément-là comme on le souhaite et c'est bien pratique. Au niveau de l'ergonomie, on a cette banque de questions qui est donc on a plus cet onglet. Ces onglets sont mis en place par cette biais-là. Donc on a les catégories, la possibilité d'exporter, d'importer et les catégories. On navigue en fait par ce biais-là directement. Vous voyez, on change d'agencement directement en fonction de ce bouton qui est disponible. Voilà. Un des éléments importants qui correspond en fait à l'utilisateur qui est éditeur. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Si j'oublie rien, ah oui, alors sur la partie du cours, on a quand j'active le mode édition, la possibilité d'ajouter un bloc. Un petit élément qui change, c'est vraiment pas grand-chose, mais l'HTML devient texte. Tout le monde ne connaissait pas l'HTML, donc c'est quelque chose qui est plus pratique.
Donc je voulais montrer ça, l'activité H5P qui change, les éléments correspondant aux icônes qui changent, etc. Donc là, je crois que j'ai fait le tour par rapport à ça et je vais pouvoir passer à l'administration de la plateforme et notamment des éléments qui peuvent être intéressants à savoir. Alors, je vais juste faire un petit, voir si je peux me connecter. Donc, on a l'amélioration. Alors, le premier élément intéressant au niveau de l'administration du site, c'est cette notion de pré-réglage. On a, alors c'est un plugin qui existait, qui a été intégré nativement et qui permet en fait de définir des pré-réglages. Pour l'instant, on en a que deux qui vont épurer l'affichage et rendre plus facile, plus épuré le Moodle. Donc, on peut comme ça en fait vérifier et appliquer les réglages, et auquel cas, en fait, votre Moodle va changer complètement et réduire un certain nombre de choses sur le choix des questions qui sont proposées, sur le choix comment s'appelle, des actions qui doivent être effectuées en termes de paramétrage sur les parcours, le choix de certaines activités, etc., etc. Donc on a comme ça, vous voyez, la possibilité de créer des nouveaux pré-réglages, d'en importer et surtout d'activer en fait les pré-réglages si je le souhaite. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant au niveau de cette partie automatisation en fait d'un formatage d'affichage si on le souhaite. J'en ai parlé avec la banque de questions. Si je vais au niveau des plugins, tout en bas au niveau des plugins, on a quelque chose qui voit le jour avec la notion de plugin de banque de questions. J'en ai parlé, là en fait, on a, si je vais sur la banque de questions, je vais avoir en fait un certain nombre un tableau en fait. Et ce tableau, en fait, je peux le gérer directement ici. Donc je peux en fait mettre en place, cacher ou afficher des éléments. Donc là, vous voyez, j'avais le créateur de la question, je l'ai caché, et je peux en fait cacher des éléments si je le souhaite, pour épurer la banque de questions si je n'ai pas l'utilité d'afficher des éléments plus que d'autres. Sur cet élément-là également, si je reviens en arrière, j'ai la possibilité, vous voyez, de créer des champs personnalisés de questions, un peu comme de la manière des champs personnalisés de cours ou des champs de profil personnalisés. Donc, je peux créer des catégories et derrière récupérer en fait des champs qui vont me permettre d'affiner en fait la typologie de la question. Donc là, j'ai créé en fait un type de question avec un menu déroulant qui me permet d'avoir que la question est plutôt, j'aurais dit plutôt le maître féminin, formative ou sommative. Hein. Et derrière, ça va se retrouver dans la banque de questions. Hein. Si je reviens sur mes cours et que je veux, par exemple, créer une question, je vais le retrouver directement sur ma banque de questions. Et j'aurai la possibilité, quand je crée une nouvelle question, tout en bas, vrai faux, tout en bas, d'avoir derrière cette notion de autre champ et cette typologie d'éléments qui vont me permettre de caractériser, qualifier un peu plus la question que je vais proposer, et derrière directement le proposer de façon plus ergonomique. Voilà, donc ça c'est sur ces points-là, j'en ai fini. Il y a un point évidemment, j'en parle rapidement, c'est que vous avez, si je reviens sur le cours côté administrateur, vous avez la possibilité d'activer cette notion de boîte à outils d'accessibilité qui était présente sur la version 4.0. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez en fait tout un système qui a été développé par Breakfield, qui est une boîte à outils qui vous permet d'avoir une vision globale de ce qui a été mis en place sur votre cours et de vous assurer qu'en fait votre cours est bien en adéquation avec ce qui doit être fait pour que l'accessibilité soit parfaite. Donc on le verra, si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais vous montrer. Je ne vais pas passer de temps là-dessus, c'est présent sur la 3.11. Ce qui va surtout vous intéresser sur l'administration de la plateforme, c'est cette notion de rapport avec les rapports personnalisés. Quelque chose qui émane de, je ne sais pas si vous connaissez Moodle Workplace, de Workplace qui embarque en fait des rapports personnalisés qui fournissent des informations sur ce qui se passe sur les parcours. Alors là, on est sur un premier développement qui vous permet de créer des rapports qui vont rayonner de manière globale, des rapports avec des sources qui vont être un rapport sur les cours, les cohortes, un rapport sur les cours et un rapport sur les utilisateurs. Donc des choses qui vont permettre plutôt qui vont pas vous indiquer fournir des informations sur la progression,
mais plutôt vous fournir des informations sur, faire un état des lieux par rapport à une population donnée. Voilà les utilisateurs qui sont présents sur la plateforme, voilà les cours que j'ai à disposition, voilà les cohortes qui existent. Et donc, vous pouvez comme ça créer ces différents rapports. Si je rentre dans un exemple de rapport, donc le rapport sur les utilisateurs, on est vraiment sur un format qui correspond exactement à ce que vous avez sur Moodle Workplace, mais encore une fois, il n'y a pas de notion de progression dans un premier temps. Ce sera peut-être et certainement le cas sur les versions 4.1, parce que c'est ce qui existe sur Moodle Workplace. Comme ces rapports émanent de Moodle Workplace, il y a de grandes chances, je pense, qu'on ait ces informations-là. Pour l'instant, c'est vraiment que de l'information. On a un bloc sur la gauche avec les différents éléments que je peux intégrer à un tableau qui sera en fait mon rapport, que je peux mettre en aperçu. Donc voilà à quoi ressemble mon rapport. D'accord ? Si je reclique sur modifier, je vais pouvoir rajouter des colonnes autant que je veux. À droite, tout à droite, j'ai la possibilité de mettre en place des conditions pour formater en fait ce rapport. Faire en sorte directement, pourquoi pas, d'aller chercher une typologie d'utilisateur. Si j'avais créé un champ de profil additionnel, je pourrais faire directement un affichage, conditionner l'affichage de ce rapport par rapport à ce champ. J'ai la possibilité de mettre en place des filtres. L'ordre de tri, ce sont les colonnes du haut, et la vue en carte, c'est plutôt un affichage en mode tablette ou mobile. Un élément important également, c'est qu'on a la possibilité de définir que ce rapport va être disponible en fonction d'utilisateurs, en fonction d'une typologie d'utilisateur ou d'utilisateur précis. Donc vous les voyez ici. Je vais pouvoir mettre à disposition ce rapport à des membres d'une cohorte. Moi, j'ai pas de cohorte qui ont été créées, mais je pourrais le mettre à disposition par rapport à une cohorte, ou par rapport à un rôle, ou tous les utilisateurs, ou directement aller sélectionner des utilisateurs de manière précise. Je peux programmer un envoi, planifier un envoi, pas programmation, mais planifier un envoi de ce rapport à des personnes spécifiques avec une récurrence donnée. Voilà, donc je crée mon rapport, je vais pouvoir mettre un message et je vais après décider à quel rôle, quelle audience, quel utilisateur j'envoie directement ce rapport. Et tout de manière régulière en fonction de la récurrence que j'ai choisie, ils vont recevoir en fonction du format que j'ai choisi, donc PDF, Excel, ODS, donc Word, directement ce rapport-là à disposition sur la boîte mail. Voilà des choses qui vont permettre d'avoir une vue globale des utilisateurs qui sont présents. Et après, j'ai évidemment un récapitulatif des accès qui sont disponibles par rapport à ce rapport-là. Voilà, donc ce dernier point, en fait, c'était l'élément essentiel. Alors, je pense que cette notion de rapport va évoluer considérablement à partir de la 4.1. On a des chances en fait d'avoir ce qui existe encore une fois sur un Moodle Workplace, qui fournit de l'information non pas sur les gens les cours qui sont présents ou les utilisateurs qui sont présents ou les cohortes qui existent, mais plutôt, ok, j'ai de manière globale et par rapport à mon rôle ou les cours pour lesquels je suis formateur, une sorte de rapport qui m'indique, voilà, j'ai tous ces utilisateurs qui suivent tel cours et quelles notes ils ont, à quel niveau ils sont au niveau de la progression, ou plutôt au niveau de la performance plus que de la finesse pédagogique. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais il y a beaucoup de choses. Je crois que je n'ai rien oublié. De toute manière, je ferai peut-être un complément sur la vidéo qui sera disponible, je pense, à partir de demain ou après-demain, le temps de la consolider. Je ferai peut-être un récap avec un complément d'information si j'ai oublié des éléments. Je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Il me reste à vous montrer la notion de roadmap. Alors, dans lequel on a, vous voyez la version 3.11 qui est intéressante dans le sens où on a cette boîte à outils pour l'accessibilité. Encore une fois, j'ai pas beaucoup de temps pour la montrer, mais c'est quelque chose de très très puissant qui vous permet de vous mettre en raccord avec les attentes au niveau de l'accessibilité, une sorte d'état des lieux très graphique, très visuel, avec des choses, des actions à faire rapidement qui vont se retirer une fois que vous aurez fait les modifications nécessaires. On a bien évidemment le déploiement des kits de paiement qui existait sur cette 3.11, d'où l'utilité potentiellement sur ceux qui ont une version obsolète de passer sur cette version, parce qu'il y a déjà aussi l'amélioration de l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur, notamment avec la progression. Voilà, 3.11. Bon, 4.0, ça c'est aujourd'hui. Alors oui, je n'ai pas parlé, on a BigButton qui est natif, on a le LTI qui a été intégré nativement, les pré-réglages admin, je l'en ai parlé, l'amélioration de la banque de contenu, de banque de questions, j'en ai parlé aussi. La navigation, la nouvelle expérience de navigation sur les cours, l'échéance calendrier. En fait, je n'ai pas été mauvais. Sur la 4.0, j'ai tout présenté. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de novembre 2022,
on aura cette 4.1 avec l'amélioration de certaines activités, notamment la base de données qui est souvent peu utilisée et qui pourtant est très puissante, notamment pour mettre en place en fait une sorte d'élément qui permettrait de définir une banque de contenu disponible. Il y a l'amélioration du carnet de notes, une amélioration de l'interface en expérience utilisateur de manière générale sur les tableaux avec des filtres d'affichage. On a cette continuité des approches ergonomiques qui ont été poussées sur la 4.0 qui sont déployées progressivement sur cette 4.1. Et on a enfin l'amélioration de l'intégration de la partie Moodle.net, qui est encore une fois l'élément qui correspond de la curation de contenu, qui est global sur cette Moodle.net, qui sera intégré de manière un peu plus poussée sur cette version 4.1 qui est prévue du coup en novembre 2022. Et il ne nous reste plus pour terminer, et après je répondrai aux questions s'il y en a, à vous dire qu'on est au salon de l'e-learning qui se déroulera à Porte de Versailles les 18-19 mai, qu'on a un webinaire qui est prévu sur les plugins qui reste dans la lignée de cette version 4.0, les plugins indispensables, donc 2 juin prochain à 11h. Voilà, le lien est évidemment à venir parce qu'on n'a pas encore déterminé exactement tout ce qu'on verra. Voilà, donc si vous avez des questions maintenant, il ne faut pas hésiter à les poser. J'espère que j'ai été clair. J'ai essayé de vraiment présenter le maximum de choses en très peu de temps. Cette vidéo sera disponible, je pense, d'ici après-demain. Et donc, vous pourrez en replay la revoir. N'hésitez pas à nous poser des questions. Vous avez nos emails. On peut potentiellement vous créer un accès. Alors, on va préconiser plutôt les clients pour l'instant, etc., etc. Mais enfin, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin, de migrer d'ailleurs, parce que ça va être aussi un point important. Et alors là, le coup, je ne sais pas, je vais prendre les questions. Alors, existe-t-il une liste des plugins non supportés par la version 4.0? Alors, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut aller sur les plugins, vous allez sur les plugins de Moodle et vous faites un tri par les versions 4.0 en fait. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là parce que les versions non supportées par la 4.0, c'est plutôt aller voir les plugins qui sont supportés par la 4.0. Alors nous passons en 3.11 en juillet 2022, la version 4.0 en juillet 2023 avec reconstruction sur un serveur pour effacer les erreurs accumulées depuis la version 3.9 au fur et à mesure de mise à jour. C'est une bonne chose que vous faites, Corinne. Je pense que c'est vraiment ce choix-là qu'il faut faire. On passe, si vous êtes sur une version obsolète, si vous êtes sur une version 3.9, vous ne changez rien, sauf si vous avez besoin de l'accessibilité, donc du breakfield. Si vous êtes sur une version obsolète, je vous conseille de passer sur la 3.11. Hein. Il y aura moins de problématiques à passer de la 3.11 à la 4.0. On se rapproche, plus on est éloigné de la version finale qu'on souhaite atteindre, plus c'est compliqué. Hein. Donc, de passer à la 3.11, je pense que c'est une bonne chose. D'attendre que la 4.1 soit disponible et éprouvée pour après faire un changement sur la 4.1, c'est une bonne chose. Y a-t-il une séparation mes cours et ceux que je dispense? Et non, et c'est, je pense, effectivement un point qui pourrait potentiellement être amélioré sur le tableau de bord, enfin en tout cas sur mes cours. Il y a pas cette notion-là, c'est-à-dire qu'on cumule les cours pour lesquels je suis apprenant et les cours pour lesquels je suis enseignant, et c'est bien dommage parce que du coup, on n'a pas cette visibilité précise. Et alors je vous cache pas que c'est un point qu'on remonte nous en tant que partenaire. Je suis certain que c'est un point qui va être patché. Alors il y a juste une problématique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du rôle, quand on est sur le rôle mes cours, on est en utilisateur authentifié. On n'a pas de rôle particulier. Donc Moodle va juste chercher en fait par rapport au rôle que vous avez, les cours, en fait, les liaisons que vous avez, sans forcément distinguer que vous êtes particulièrement sur ce cours-là enseignant plutôt qu'apprenant. Voilà, c'est ça qui pose problème actuellement, mais je pense que c'est des choses qui pourraient être améliorées. Fred, j'espère que j'ai répondu à vos attentes par rapport au tracking, qui je pense qu'en fait a été. Alors, c'est la première phase. Il n'a pas été amélioré dans le sens où on n'a pas sur le rapport, le report builder, il n'a pas été construit pour avoir la notion de performance globale, mais on a cette volonté à partir de cette version 4. Notamment 1, d'avoir cette notion de reporting un peu global avec la notion de progression, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le système de gestion des catégories des cours, non, alors il n'est pas différent. Hein, si je reviens dessus, présentation, si je vais dans les cours, gestion des cours et catégories, vous voyez, il n'y a pas de grand changement. Ah, il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de vous dire, qui est quand même hyper intéressant. Si je retourne dans un cours,
je ne sais pas pourquoi je l'ai omis, c'est quand même un point intéressant, c'est que quand on est dans un cours, sur le bouton plus, on a la possibilité d'avoir réutilisé le cours, en fait. Et le réutiliser le cours vous permet derrière d'arriver sur un endroit où vous allez pouvoir importer des cours directement. Alors, ça existait avant, mais on peut faire du coup de l'importation, on peut faire du copier-coller de cours, on peut réinitialiser le cours, restaurer le cours, le sauvegarder, tout ça en un seul endroit. Alors, l'intérêt, c'est surtout qu'on peut rapidement tomber sur l'importation, on n'a pas deux boutons différents, et on peut aussi copier le cours directement, alors qui équivaut d'ailleurs, quand j'étais sur la notion d'administration du site, et si je vais sur cours, gestion des cours et catégories, ben on a ce petit bouton, bon, ça vous le connaissiez déjà sur ceux qui sont en 3.9, qui permet de dupliquer le cours. Sinon, il n'y a pas de grand changement, hein. Vous voyez, on est toujours sur ce format gauche catégorie, droite cours, et on sélectionne l'élément. Voilà. Pas trop de changements. Cette version permet-elle nativement à un administrateur de valider les demandes de création de compte sans passer par un plugin? Ah oui, oui, oui. Enfin, c'est le cas déjà. Alors c'était le cas déjà, hein. La création de cours, en fait, c'est une capacité qui existe depuis un bon bout de temps. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur. Enfin, vous pouvez créer un rôle spécifiquement pour ça. C'est une capacité. Donc, vous pouvez faire en sorte qu'un utilisateur ait la capacité de demander la création de cours et que ce soit validé par une personne qui n'est pas admin. Donc ça, il n'y a pas de plugin pour ça. C'était natif déjà sur les versions précédentes. Enfin, je ne sais pas quelle version vous avez, mais en fait, c'est quelque chose qui existe. Un autre point, je suis désolé, j'y pense maintenant également comme ça, je vais ouvrir mes cours. Un point hyper intéressant, c'est qui facilite, alors, ceux qui avaient l'habitude de créer des cours, je vais cliquer sur nouveau cours et je vais créer un cours. Voilà. J'enregistre. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est que directement, vous voyez, j'arrive sur le cours lui-même, j'arrive pas sur les participants. Pourquoi? Parce que vous voyez, comme je suis à l'origine de la création du cours, Moodle m'a directement inscrit comme enseignant du cours. Ça, c'est aussi un point qui était incompréhensible pour des utilisateurs néophytes. Il fallait comprendre que bon, bah, t'es pas inscrit, donc il faut quand même que tu t'inscrives derrière. Donc là, ça c'est à partir de la 4.0, dès qu'on crée un cours et qu'on est à l'origine de la création d'un cours, par défaut, il m'embarque directement sur ce cours comme enseignant. Et c'est, je pense, un point intéressant. Est-ce que les cours pourront être considérés comme des pointeurs? J'entends par là avoir plusieurs apparitions d'un cours dans différentes catégories. Non, non, ça c'est non. La granularité reste la même. Ce dont vous parlez existe en fait, Fabrice, sur Moodle Workplace, qui permet de créer ce qu'on appelle des programmes. Et vous pouvez faire ce qu'on a. Enfin, je pense que c'est ce que vous appelez pointer des cours. C'est-à-dire vous avez en fait un listing de cours et vous pouvez les exploiter, quelles que soient les catégories. Non, pour avoir un cours qui est présent dans une catégorie et dans une autre, il faut le dupliquer forcément. Voilà. Par contre, dans la notion de programme, vous l'avez sur Moodle Workplace. Avec Workplace, vous pouvez créer des programmes dans lesquels vous allez faire pointer vos utilisateurs vers des cours qui peuvent être dans des catégories différentes. Dans la nouvelle version, c'est possible de paramétrer des timers relatifs sur des activités évolutives du style à valider avant J+1, après une inscription au cours de... Alors, c'est un plugin. C'est un plugin qui existe, qui va être effectivement, bon, il y a la volonté d'être intégré nativement, c'est les dates relatives, effectivement. Alors de mémoire, ça a été, c'est quelque chose qui existe depuis la version 3.10, je crois, qui peut s'activer, qui fait partie des éléments qui sont au niveau de l'administration, qui sont des éléments en test. Donc vous l'avez. Par contre, ce que vous avez, ça n'a rien à voir, mais en gros, ce que vous dites, c'est un utilisateur qui arrive, il y a quelque chose qui va lui dire attention, ça se déclenche au bout d'un mois parce que tu t'es inscrit et tu as un élément qui se déclenche au bout d'un mois ou qui se ferme au bout d'un mois, etc. Donc, effectivement, la mise en place de niveaux d'achèvement qui sont relatifs à l'entrée de l'utilisateur dans le cours et pas relatifs au cours lui-même. Et ça existe, oui. Et alors, ça doit s'activer. Je crois que c'est pas déployé pour l'instant. C'est une bonne question. Je vérifie. Je pense pas que ce soit déployé. Il me semble que ce sera déployé sur les futures versions. Ça existe, mais en format test. Ce qui existe par contre, c'est au niveau du paramétrage du cours, dès qu'on fait une modification, on peut directement, alors je ne l'ai pas là, mais on peut normalement, alors si, je crois que je le même format du cours peut-être. Non, alors si je retourne sur mes cours, si je vais dans mon cours dans lequel il y a déjà des activités, et si je vais dans le paramètre, on a cette notion-là en fait où je peux directement, tiens, je ne vois plus. Si je fais une modification, alors attendez, c'est dans mince.
Ah non, excusez-moi, je ne sais pas dans le cours lui-même, c'est dans l'activité. Si je vais dans une activité, là, je vais faire paramètres, je peux modifier une activité et prévenir l'utilisateur, envoyer une notification pour prévenir qu'il y a eu un changement sur ce contenu. Ça n'a rien à voir avec la question d'Aurélie, mais c'est quelque chose que j'avais oublié de vous présenter. Y a-t-il des nouveaux formats de cours? On évoquait Topic Format, qui est la version en fait effectivement native de Boost. Alors non, il n'y a pas d'autres versions. C'est-à-dire que Topics Format, qui était la version thématique, devient en fait cet affichage, enfin, est un rendu de cet affichage-là, qui correspond à un affichage plutôt en éléments dépliés-repliés. Et il n'y a pas d'autres formats. Il y aura des formats additionnels, mais qui sont pour l'instant pas compatibles. Enfin, je crois qu'il y en a qu'un qui est compatible pour l'instant. Je parle de la création de compte par cours. Alors, Olivier, je vous ai perdu. Il faut que je remonte cette version. Permet-elle nativement à l'administrateur de valider la demande? Non, alors là, il fait un plugin complémentaire. Excusez-moi. Pour le coup, si vous parlez de quelqu'un qui a la capacité de créer des. Je parle de la création de compte, pas de cours. Là, la création de compte, excusez-moi. Oui, non, c'est un plugin supplémentaire. Quelqu'un qui crée un compte, qui se crée un compte lui-même. Si vous voulez qu'il y ait une validation de quelqu'un, il faudra effectivement utiliser un plugin. Autant pour moi, je pensais que vous parliez de cours. À qui s'adresser avec une demande d'appel d'offres pour l'hébergement? Vous nous envoyez directement à info et on la traitera. Le template, le template adaptable, c'est effectivement un format de cours. Il y a de grandes chances qu'il fonctionne. C'est un thème qui est régulièrement mis à jour. Il y a de grandes chances qu'il fonctionne. Je pense que il faudra juste attendre un petit peu, d'où l'utilité de rester sur une version 3.9 ou 3.11 et d'attendre que la 4.0 soit un peu éprouvée, les développeurs aient eu le temps de construire des choses dessus et vous les aurez directement après. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et j'espère encore une fois que j'ai été clair. Il est midi 2, on a un peu débordé, je suis désolé. Je vous souhaite un bon appétit à tous. N'hésitez pas à nous poser vos questions directement. Voilà, si vous avez des questions pour de l'hébergement, etc., etc. Il n'y a vraiment pas de souci. On peut rentrer dans le détail. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse avec ce petit slide pour finir qui correspond aux éléments importants. Notre site web, l'adresse, le numéro de téléphone et les derniers calendriers. Voilà. Bonne journée à tous.